les enfants de la patrie, avait le peuple. Redouane Faïd, criminel kabyle de haut niveau, auteur de vols à main armée, spécialisé dans l'attaque de fourgons blindés, considéré comme un des précurseurs du milieu des cités, évade le 1er juillet dernier dans des conditions particulièrement spectaculaires, a été finalement appréhendé dans la nuit du 2 au 3 octobre, après 95 jours de cavale. L'arrestation de Redouane Faïd à Creil dans l'Oise au terme d'une cavale de 3 mois de l'homme le plus recherché de France. Fin de cavale pour Redouane Faïd, le braqueur multirécidiviste en fuite depuis son évasion spectaculaire le 1er juillet dernier a été arrêté à Creil dans l'Oise, la ville dont il est originaire et où vit sa famille. Depuis 3 mois, il était traqué par toutes les polices de France, après sa spectaculaire évasion de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Il était l'homme le plus recherché de France. Retour à la case départ pour le braqueur multirécidiviste. Redouane Faïd A été interpellé ce matin Dans cet immeuble de Creil, la ville où il a grandi. Aucun coup de feu n'a été échangé alors que les policiers ont retrouvé des armes mais aussi des munitions. Sa traque a pris fin alors qu'il dormait, après 93 jours de cavale. Les policiers sont intervenus cette nuit à 2h45. Le nombre de policiers était très important, à peu près 70 à 80 policiers étaient sur le terrain cette nuit pour intervenir. Quand ils sont intervenus dans la chambre où dormait Redouane Faïd, celui-ci était endormi, il a été surpris par l'arrivée des policiers, il ne s'y attendait pas, il n'a opposé aucune résistance. Il était avec 2 de ses neveux et son frère, et il a été interpellé dans l'appartement d'une copine, d'une amie, voilà. Il était resté sur place, d'ailleurs c'est là qu'on le cherchait, puisqu'on savait que la dernière fois qu'il avait donné signe de vie, il était à bord d'une voiture en cavale du côté de Sarcelles, donc c'est ici qu'on le cherchait. Ça raconte un Redouane Faïd attrapé au saut du lit, même dans son lit, encore endormi, menotté, assis sur le bord du lit avec les policiers autour de lui. Un Redouane Faïd qui paraît fatigué, qui s'est laissé pousser une barbe, qui a la même tête que celle qu'on avait vue sur les vidéos de très mauvaise qualité du supermarché de Sarcelles, voilà. L'interpellation s'est faite en douceur, dans d'excellentes conditions. Les policiers ont découvert en sa possession une arme à feu à l'intérieur du logement. Il y avait également à l'intérieur de la chambre un autre individu pratiquement inconnu des services de police qui est né en 1984 et qui était manifestement son complice qui l'accompagnait dans sa fuite. Et depuis quelques jours, les choses s'étaient accélérées et les policiers étaient au plus près de lui, dans la plus grande discrétion. Et ça, c'est arrivé après, allez, on peut le dire maintenant, il y a eu une série de perquisitions. Début septembre, une série de perquisitions. Quelqu'un qui semble être un peu au bout du rouleau, fatigué par une cavale de 3 mois, qui visiblement n'a pas beaucoup profité de sa liberté, qui a dû vivre reclus, qui a vécu traqué. Et une traque, ça laisse aussi des marques, des stigmates. On le voit sur son visage. Regarde, il a presque l'air apaisé par l'arrivée des policiers. Les policiers ont retrouvé également une arme dans un véhicule situé sur le parking de l'hôtel. Les conditions de l'interpellation étaient bien évidemment particulièrement délicates, mais les policiers ont réussi à faire en sorte que cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Ça s'est déroulé sans violence et effectivement il ne voulait pas se rendre puisqu'au moment où il est interpellé à 5h du matin, on a retrouvé dans l'appartement de cette copine un pistolet mitrailleur Uzi et un revolver. Il était armé, ça veut dire qu'il était déterminé et que s'il avait eu le temps de se servir de ses armes, lui ou peut-être sa famille en tout cas, il s'en serait servi. Alors ça c'est un pistolet mitrailleur israélien Uzi. Donc c'est un pistolet court. La partie que vous voyez à l'arrière, cette espèce de tige, c'est une crosse qui se replie sur le dessus de l'arme, ce qui la rend encore plus facile à dissimuler. C'est presque pas plus gros qu'un gros pistolet. Redouane Faïd est aussi connu pour avoir réussi à s'évader de prison à 2 reprises, en 2013, puis 2018. Pour commencer, nous allons remettre en lumière les faits et conditions de la spectaculaire évasion de ce criminel de haut niveau. Séquence souvenir. Selon nos informations, cette évasion elle a eu lieu en 2 temps. En fait, très tôt ce matin, 2 hommes armés ont pénétré dans l'enceinte d'un petit club d'hélicoptères, un petit club aéronautique qui est situé dans le 77 à Fontenay-Tressigny en Seine-et-Marne. Voilà, on apprend au fil des éléments qui nous arrivent qu'on fait face à un groupe très entraîné, professionnel. Donc un groupe lourdement armé qui savait où il allait chercher. Surtout quand on voit la finalité, on retrouve cet hélicoptère incendié à quelques kilomètres. Donc on fait face à un groupe de professionnels. Bien chargé, c'est quelqu'un qui s'est évadé 3 fois, donc première arrestation, je crois que c'était en 98, il était en cavale depuis 3 ans, de mémoire. Deuxième arrestation, là il va être en cavale pendant presque une année. La 3e année, ça va aller très vite. La 3e évasion, je crois qu'il fait 1 mois et demi, quoi. 1 mois et demi, après il est repris.
Et là, eh bien, ils sont allés chercher un pilote d'hélicoptère, son hélicoptère, l'ont pris en otage et lui ont demandé, eh bien, d'aller à la prison de Réau. Donc les 3 hommes se sont retrouvés dans l'hélico, 2 étaient lourdement armés et ils se sont posés donc dans la cour d'honneur de la prison de Réau. La spécificité de cette cour, c'est qu'elle n'est pas munie de filets anti-hélicoptère justement et qu'elle est à l'abri des miradors. Malheureusement, nous, ce qu'on peut que déplorer, c'est que tout ça, fort heureusement, arrive et nous n'avons aucun blessé de notre côté. Enfin, voilà, les personnes sont quand même non armées. Nous, c'est ce que nous avions dénoncé d'ailleurs au mois de janvier, où malheureusement un protocole a été signé pour que ce genre de détenus dangereux restent dans des unités à l'intérieur des détentions, alors que nous demandions la création d'unités spéciales pour garder ces détenus très sensibles. Donc ce sont des gens qui sont des spécialistes de la cavale, c'est un commissaire qui commande cette unité. Donc on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire surveiller ses proches. Bon là, bien sûr il va y avoir de la police scientifique, l'hélicoptère a été brûlé, donc ça c'est une technique de voyou, on ne retrouvera rien à l'intérieur. Les 3 hommes donc sont arrivés dans l'enceinte de cette cour, se sont dirigés vers le parloir de la prison où là, Redouane Faïd s'entretenait avec l'un de ses frères, Brahim. Bah oui, mais quand vous faites face à un commando armé, vous pouvez avoir tous les surveillants du monde qui, eux, ne sont pas armés. Enfin, face à une Kalachnikov, on n'est pas non plus des machines de fer. Malheureusement, on pense à sa vie et puis le détenu part. Voilà, nous n'avons pas le choix. Et nous, c'est ce que nous avions, c'est ce que nous dénoncions. Voilà, il faut arrêter de voir cet angélisme. Les détenus sont dangereux. Nous avons des attaques extérieures et il faut pouvoir se protéger. Mais malheureusement, c'est pas avec un sifflet et des gants qu'on va pouvoir faire grand-chose. On va faire des triangulations de portables, on va voir un petit peu avec qui avait rendez-vous Redouane Faïd, comment s'est organisé ce rendez-vous, quand est-ce que ce parloir avait été pris. La personne qui vient au parloir a forcément une complicité ou une connaissance, ceux qui sont venus le voir aujourd'hui. Donc on va faire tout son entourage, on va mettre en place des écoutes téléphoniques, on va faire de la vidéosurveillance, on va voir les caméras de la prison. Yohann Carrard, quand même, il s'échappe avec un hélicoptère. Comment c'est possible en 2018 dans une prison française ? Eh ben c'est possible, hein. Vous avez quand même des espaces où effectivement des appareils peuvent se poser dans les centres de détention ou dans les maisons d'arrêt. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le personnel qui est amené à être armé au Mirador ne peut pas faire feu sur des engins volants, effectivement pour des raisons de sécurité. Et puis voilà, on va se remettre, j'ai envie de dire comme d'habitude, ça va être la 4e fois. La 4e fois derrière un Redouane Faïd, qui est un homme, on le répète, hyper déterminé. Et on va rappeler son évasion de Sequenin. Là, ce sont des hommes qui sont venus le chercher. Mais à l'île Sequenin, il avait des explosifs. Il est sorti avec 1 ou 2 otages. Une voiture l'attendait sur le parking et il a fait sauter 6 portes à l'explosif tout seul. Et ils ont demandé la libération de Redouane Faïd, qui est donc sorti de là, monté dans cet hélicoptère, qui s'est dirigé vers Garges-les-Gonesse, où là, il s'est posé, et une voiture est venue chercher Redouane Faïd, une Renault noire, et depuis, évidemment, l'homme est dans la nature avec ses 2 complices. Plusieurs mois avant ce mois de juillet, des drones ont été aperçus en train de survoler la prison de Réau, ce qui est rétrospectivement interprété comme des vols de repérage. Le 1er juillet 2018, l'homme avait donc récidivé en s'évadant en hélicoptère Alouette du centre pénitentiaire du Sud francilien à Réau en Seine-et-Marne, aidé par 3 complices cagoulés, armés de fusils d'assaut Kalachnikov, alors qu'il se trouvait au parloir avec son frère Brahim. Et pendant la semaine qui s'était écoulée lors de cette évasion, le premier individu à être concerné, c'était Arnaud Soleranski, nommé au poste de directeur de la prison de Réau en mai 2015, pour une durée de 3 ans, par le gouvernement du pro-israélien Manu Lagifle, qui s'est enfin barré pour la tentative de décrocher le poste de maire de Barcelone, comme le pire traître qu'il est. Bref, Arnaud Soleranski n'a jamais été évoqué par les organes de la presse traditionnelle. Le mec est pourtant le premier responsable de l'évasion de Redouane Faïd, avant la ministre de la Justice Nicole Belloubet, pourtant omniprésente dans les médias. Ça doit cacher quelque chose. Et en parallèle, selon l'écrivaine Isabelle Kevorkian, animatrice d'atelier d'écriture dans la prison de Réau, Arnaud Soleranski était en vacances au moment des faits et on ne savait pas pourquoi il n'était même pas sur le coup. Avant de continuer dans le sérieux si je puis dire, nous allons nous repasser les bons petits dérapages collector de quelques-uns. Pour commencer, notre sinistre de l'injustice, la ménopausée de service, ou plutôt notre calamitigène nationale, Nicole Belloubet, et son excuse de merde, afin de se détacher de toute responsabilité, pour mieux ne pas assumer et ne pas démissionner pour l'exemple. La raison de la réussite de cette évasion spectaculaire? Peut-être une petite défaillance. Ah bon? Dis-moi la vieille. Elle se situerait où, ta petite
petite défaillance, au moment où l'hélicoptère se pose sur le toit de la prison, ou bien lors des lancers de fumigène pour éloigner les gardiens, surtout quand il faut savoir que, à l'instar de posséder un pauvre sifflet pour donner l'alerte, la justice continue à justifier le refus à ce que les gardiens soient armés, en cas d'évasion, de peur que les détenus puissent retourner leurs armes contre eux. Les gardiens auraient donc la trouille des prisonniers. Ce serait idéal comme nouvelle excuse pour justifier la prochaine évasion, vous ne croyez pas? Mais si on en revient à cette femme pourrie de la petite défaillance, la vieille peau ose nous révéler un scoop. Petite défaillance, certes, mais aucun téléphone portable de retrouver. Waouh! Ouais, pas de téléphone donc. Ni de carte indiquant le plan de vol de l'hélico, et le reste du trajet en voiture je suppose. Et vous ne l'avez pas retrouvé, ni lui, ni d'hélicoptère non plus dans sa cellule, je suppose. Comme c'est surprenant, on va tirer un peu. Peut-être parce qu'il l'a emmené, pour qu'on n'y retrouve pas la liste de ses contacts, voire les coordonnées de ses complices dedans, on va savoir. Par contre, quand on y repense, les moutons pelés tondus continueront malgré tout à gober le coup des papiers d'identité magiques, tels que la carte d'identité de Saïd Kouachi dans l'affaire Charlie Hebdo, mais il s'étonnait de ne pas retrouver le téléphone portable du prisonnier. En tout cas, on sait une chose. Non seulement on autorise les smartphones en tôle, pour bien filmer à l'intérieur comme de l'extérieur, et après, on vient balancer l'excuse de la petite défaillance. En tout cas, Faïd avait bien rangé sa chambre avant de partir. À l'instar de faire de la pub pour les cheveux, car elle le vaut bien, et de dormir avec des bigoudis pour être belle devant la presse, alors qu'elle a une gueule en phase de décomposition, elle ferait mieux de passer moins de temps à ses brushings, et plus sur ses dossiers. Et pendant ce temps, vous avez la star déchue Béatrice Dalle, qui venait féliciter l'évasion du braqueur criminel. Pauvre conne! Pauvre conne! Bien que la mère de la défunte policière, abattue autrefois par Redouane Faïd lors d'un braquage, lui ait répondu comme il se doit, cette poivrasse complètement déglinguée avait donc dépassé le niveau de 37 degrés le matin, pour aller jusqu'au pastis 51 le soir. Et pour finir, un commentaire de notre sinistre de l'intérieur encore en poste à ce moment-là. Bah l'hélicoptère est arrivé, et puis flop 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 flop, il a redécollé. Et pefut, il a comment dire, filé dans les airs quoi. Que vous dire de plus? Merci Papy GG, tu peux te rendormir. Bref, repassons aux choses sérieuses. Nous allons remettre sur le tapis les secrets de ce Redouane Faïd, gangster d'origines algériennes, lié à des réseaux bien connus, et dont les politico-médiatiques se chargeront d'occulter. Au lendemain de l'évasion, deux médias anglo-saxons bien connus rapportaient conjointement une information basée sur des sources curieusement occultées par la presse française. Elle révélait le fait que Faïd aurait été déguisé en juif orthodoxe afin de tenter de gagner le pays dans lequel il voulait se réfugier à nouveau. Et ce pays en question, c'est Israël. De vous à moi. Comment peut-on en France occulter volontairement cet élément d'information concernant son déguisement qui lui a permis de passer au travers des filets des autorités, alors qu'il était en cavale, contrairement à l'élément d'information, librement relayé cette fois-ci, où il circulait en burqa, un habit religieux concrètement interdit par la loi qui plus est, d'où curieuse idée de se déguiser ainsi pour être plus repérable par des autorités policières. Au demeurant d'une question jamais formulée par les pseudo-journalogues professionnels de France, quels sont les liens exacts de Faïd avec le crime organisé israélien, dans lequel figurent notamment des ex-soldats? Autant rappeler que, lors de son séjour en Israël, durant sa cavale à la fin des années 90, Faïd, alors âgé de 25 ans, avait appris l'hébreu et le maniement des explosifs auprès d'anciens militaires. Aurait-il donc collaboré plus étroitement avec l'armée israélienne et dans des missions sensibles, notamment via son service d'espionnage actif dans le monde entier et friand de recrues typées arabes, nommé Aman? En clair, est-ce que le commando ultra sophistiqué et cagoulé venu libérer Redouane Faïd était-il, ou pouvait-il être en partie israélien? En 2010, un certain Jérôme Pierrat, obscur journaliste, spécialiste du grand banditisme, et bientôt recruté par l'hebdomadaire islamophobe Le Point, alors dirigé par l'ultrasioniste juif Franz-Olivier Gisbert, avait mystérieusement réussi à convaincre le braqueur Redouane Faïd de co-signer un livre d'entretien paru dans une petite maison d'édition. Son frangin n'est autre que le célèbre ténor du barreau, Emmanuel Pierrat. Ce mec est un franc-maçon du Grand Orient de France, au sein de la loge Montmorency-Luxembourg, chantre du marquis de Sade, ancien conseiller municipal apparenté au Parti Socialiste,
ex-avocat du vieux sodomite disparu depuis plus d'1 an, l'antichrétien islamophobe et hétérophobe Pierre Berger, et de l'anticomplotiste hystérique, le perfide Marc-Édouard Nab. Pierrat était aussi le baveux du terroriste présumé de la cellule Paris-Bruxelles, Mohamed Abrini. Il est aussi l'ami de l'avocate et épouse du terroriste Carlos, Isabelle Couton-Père, militant engagé en faveur d'une liberté d'expression à géométrie variable, pour celle de Charlie Hebdo et Michel Houellebecq, contre celle de Dieudonné, et proche du juif dénommé David Serra, dit David Kersan, big boss des éditions Ring, et agent culturel de la mouvance sioniste islamophobe. Que du beau monde, mais si on rajoute le baveux de Redouane Faïd, le juif Raphaël Chiche, membre d'une organisation guignolesque, telle que la LDJM de Karim Achoui, qui avait accueilli en sa présence, le super juif pleurniche Armé Rabib, porte-flingue de Bibi le boucher de Gaza, le constat est clair, Faïd est lié catégoriquement au judéo-maçonnique, au vu des accointances, n'en déplaise à certains. Si on remonte à son évasion de Sequedin en 2013, il aurait exécuté un coup d'éclat digne de figurer dans Hit, son film fétiche. L'action fut rocambolesque. Pose d'explosifs sur 5 portes, prise d'otages, incendie d'une voiture, et disparition dans la nature. Un mandat d'arrêt fut diffusé dans l'espace Schengen, comprenant les territoires de 26 États européens, et une centaine de policiers avaient déjà été mobilisés. En 2005, alors incarcéré pour une autre affaire, le fugitif avait déjà tenté, en vain, de réaliser une évasion spectaculaire. À cette époque, la plupart des médias de la presse généraliste se contentaient de quelques éléments biographiques sommaires pour dresser le portrait du fugitif. Multirécidiviste, âgé de 40 ans, il était associé au profil du jeune des quartiers, devenu un as du grand banditisme. On parlait de lui comme d'un ex-petit délinquant des cités, un gosse de banlieue, une manière délicate d'évoquer, entre les lignes, sa condition de fils d'immigré maghrébin. Le franco-algérien avait grandi effectivement dans une cité de la commune de Creil, mais très jeune, il se faisait remarquer par son succès dans le braquage de fourgons, et un charisme indéniable qui suscitait même l'admiration des policiers de l'Oise. Pourtant, un élément singulier de la vie du braqueur évadé fut omis à l'époque dans l'ensemble des commentaires de presse à son sujet. Son rapport atypique avec l'État d'Israël. Il faut se référer aux articles parus à l'occasion de la promotion de son livre d'entretien, publié il y a 8 ans, pour découvrir cet aspect biographique. Redouane Faïd avait entretenu, à la fin des années 90, un lien étroit avec la mafia israélienne, à tel point qu'il avait fait le projet, en 2002, de se convertir au judaïsme afin de pouvoir s'installer discrètement dans l'État hébreu. Frédéric Ploquin, journaliste proche des services de police et des institutions judiciaires, avait évoqué la question sur son blog, hébergé par Marianne, début 2011, à propos de sa disparition consécutive à un braquage raté, qui s'était soldé par la mort d'une policière municipale. On peut lire ceci. Curieusement, cette mention truculente d'un fugitif prêt à se fondre dans la population israélienne avait été reprise par l'antenne anglophone de l'AFP, ainsi que dans les médias anglo-saxons par la suite, mais demeure ignorée ce week-end par sa contrepartie francophone. En janvier 2011, le Parisien était plus explicite que Marianne. Selon ses confidences publiées en 2010, Faïd avait également investi en Israël, pays pour lequel il affichait alors son admiration, où il en parle d'ailleurs les langues. Quelques mois après la sortie de son livre, la nouvelle coqueluche des médias à cette époque était à nouveau traquée par la police. Disparu de la circulation, le mec en liberté conditionnelle était soupçonné, selon un enquêteur, de s'être envolé pour Tel Aviv. Le pari était probable au regard du passé du délinquant, puisqu'en 98, le fugitif présent dans une agence de voyage du quartier de l'Opéra à Paris avait été arrêté alors qu'il achetait des billets d'avion pour Israël. Faïd racontait aussi qu'il utilisait régulièrement la Suisse comme une excellente couverture pour aller à l'étranger, avec des faux papiers, gagner Tel Aviv depuis Genève, tel fut l'objectif immédiat de l'homme en cavale. Tout est fait pour pouvoir l'appréhender. Il y a une mobilisation de la police, de la gendarmerie,
Oui, c'est long, mais il faut saluer d'abord le travail toujours exceptionnel des policiers qui enquêtent, qui planquent, qui savaient sans doute que ce braqueur, comme c'est le cas à chaque fois, n'était pas très loin de chez lui. J'avais vécu exactement la même nuit. Mais aussi des polices européennes et au niveau mondial, tout simplement, parce que tout doit être fait pour mettre la main sur lui et pour qu'il retourne en prison. Je pense à ces policiers, j'étais ministre de l'Intérieur, ça devait être en fin 2013, où enfin, à 3-4 heures du matin, à Ponto Combo, plus précisément, dans une chambre d'un hôtel, ce braqueur avait été interpellé. Pendant que Manu Lagifle, ministre de l'Intérieur à cette époque, avait précisé qu'une collaboration policière au niveau mondial était en place, restait à savoir si cette traque internationale d'un criminel en fuite pouvait s'appuyer sur la pleine coopération des services de sécurité israéliens. Heureuse coïncidence, et beaucoup d'entre vous le savent depuis fort longtemps, Manu cultivait également un lien mystérieusement passionnel par le biais de sa vie conjugale aux côtés de la violoniste juive d'origine moldave, Anne Gravoin. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. A priori, la flamme singulière de ce premier flic de France pouvait lui permettre d'obtenir des informations sur la probable tentative de Redouane Faïd pour gagner l'aéroport international David Ben Gourion de Tel Aviv sous une fausse identité. Les deux hommes disposaient de réseaux franco-israéliens, même si ceux-ci ne se recoupaient pas nécessairement. L'ex-braqueur est ainsi plus proche de la mafia israélienne que ne l'était Manu Labranlette, qui entretenait davantage ses contacts dans les passerelles institutionnelles du mouvement sionard, tels que le CRIF, le BNVCA, le Cercle Léon Blum du Parti Socialiste, mais aussi le Congrès Juif Mondial, le Comité Juif Américain et le Centre Simon Wiesenthal. Merde, quand même. Sa position fut d'autant plus avantageuse pour obtenir des informations de la part d'Israël que ce ministère est réputé, depuis plus d'une 50aine d'années, entretenir une étroite collaboration avec les services secrets israéliens. Les guerres secrètes du Mossad d'Yvonique de Noël, historien plutôt favorable à l'idéologie sioniste, permet de découvrir dans le détail l'étonnante et secrète complicité tissée depuis la fin de la 4e République par les Israéliens avec les responsables du renseignement français tels que les RG et la DST, DCRI aujourd'hui. Cette réalité, longtemps passée sous silence, avait été, pour la première fois, publiquement éventée en 2011 sous la plume de Roland Dumas et à l'occasion de la parution de l'autobiographie de l'ex-président du Conseil constitutionnel. Roland Dumas est un sale bonhomme. Regardez ce qu'il fait, pas uniquement par rapport, ou ce qu'il dit par rapport à Israël. Déplacement en Côte d'Ivoire avec Vergès, c'était évidemment insupportable. Qui peut nier ici, je suis pas un mitterrandiste, mais que François Mitterrand a eu, vis-à-vis d'Israël, les gestes nécessaires. Il a succédé à un président de la République de droite qui regardait Israël depuis la Jordanie avec des jumelles. Donc la gauche, de ce point de vue-là, cher monsieur, n'a pas non plus de leçons à recevoir. Cette connivence méconnue des citoyens français s'était d'ailleurs illustrée récemment dans l'étrange intervention du juif Richard Prasquier, président du CRIF de l'époque, pour sauver la réputation de Bernard Scarsini, l'ex-directeur de la DCRI, qui fut accusé par le père d'une victime de l'affaire Mera d'avoir laissé assassiner son fils. Sir Redouane Faïd, qui s'était perfectionné au braquage de banques grâce à des ex-militaires israéliens, aurait pu se planquer dans l'État hébreu. Une question s'est posée. Manu aurait-il alors été en mesure de tirer avantage de ses réseaux personnels et d'obtenir une aide pénale efficiente via la confirmation, ce qui aurait entraîné une demande d'extradition de la présence du fugitif sur le sol israélien? L'hypothèse du Redouane Faïd parti en Israël pour se faire la belle s'étant avérée juste, par le biais de l'enquête exclusive, publiée en novembre 2013 dans Libération, cela a permis, en fin de compte, de vérifier l'efficacité, l'autonomie et la force de négociation de Manuel Castagnette face aux dirigeants d'un État étranger auquel l'élu de la nation prêta une curieuse allégeance éternelle. Merde, quand même. Aujourd'hui, le pauvre petit Redouane nous fait du chantage en faisant du ramadan à l'avance, afin que les autorités puissent amender les membres de sa famille, complices de l'avoir planqué pendant 3 mois. Tout va bien dans le meilleur des mondes. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.